De retour avec vous pour cet événement qui est retransmis en direct sur le site de l'U2P, l'Union des entreprises de proximité. À 3 semaines du premier tour de l'élection présidentielle, les candidats ou leurs porte-parole exposent ce matin leur programme pour ces entreprises de proximité, pour les commerçants, pour les artisans, pour les professions libérales. Et ils répondent aux questions, aux interrogations des représentants du secteur qui sont ici ce matin avec nous. Nous accueillons maintenant Valérie Pécresse, la candidate pour les Républicains. Bonjour Valérie Pécresse, merci d'être là. Avant de vous laisser la parole et de vous laisser répondre aux questions des représentants des différentes branches, le président de l'U2P, Dominique Métayer, a un mot pour vous. Bonjour Madame Valérie Pécresse. Bonjour Monsieur le Président. Je vous remercie très sincèrement de votre présence ce matin, Madame. Permettez-moi de vous rappeler les résultats d'un sondage de février dernier, selon lequel 82% des Français jugent que les acteurs de proximité ne sont pas suffisamment pris en compte par les politiques publiques. C'est-à-dire que les propositions des candidats à l'élection présidentielle en direction de l'économie de proximité sont attendues non seulement par les 3 millions de chefs d'entreprise de proximité, mais également par l'ensemble des Françaises et des Français. Je vous propose, Madame, de vous exprimer 15 minutes, dans un premier temps, pour exposer les grandes lignes de votre programme, puis dialoguer pendant 25 minutes avec les représentants de nos confédérations membres qui vont vous solliciter pour votre avis sur quelques-unes des 20 priorités mises en avant par l'U2P pour le prochain quinquennat. Madame, je vous cède la parole. Merci Dominique Métayer, à vous donc Valérie Pécresse pour 15 minutes pour nous exposer vos ambitions pour les entreprises de proximité. D'abord un grand merci Président de cette invitation et de cet accueil. Vous le savez, je suis présidente d'une grande région et je sais l'importance du tissu des artisans, des commerçants, des entreprises de proximité. Et vous savez que tout au long de mon mandat, j'ai été à vos côtés. Je vous ai aidé à traverser la crise Covid et j'ai été à vos côtés aussi. Et je veux le continuer à l'être en tant que présidente de la République. Alors, c'est vrai qu'il faut parler un tout petit peu du court terme et de cette crise ukrainienne et russe qui bouleverse énormément votre économie et votre mode de fonctionnement. Moi, j'ai été la première à réclamer que le PGE puisse être prolongé, le dispositif du PGE puisse être prolongé jusqu'à la fin de l'année. J'ai vu qu'hier, le gouvernement reprenait ma proposition et je m'en félicite. Je souhaite aussi qu'on puisse, sur le PGE, regarder les rééchelonnements de remboursement en fonction des secteurs, parce qu'il y a des secteurs qui repartent très fort, dans lesquels il n'y aura pas de problème de remboursement des PGE, et puis il y a des secteurs qui sont encore aujourd'hui à la traîne, parce que le Covid est toujours là, parce que les marchés ne sont pas revenus. Je pense à l'événementiel, je pense au métier du tourisme, et je pense qu'il faut qu'on puisse rééchelonner les remboursements de ce PGE secteur par secteur. Et puis il y a évidemment les coûts de l'énergie, les coûts des matières premières. Moi, j'ai été un peu déçu par les annonces du Premier ministre parce qu'il n'a pas repris une proposition que j'avais faite qui était de défiscaliser totalement les chèques carburant que certains chefs d'entreprise pourraient faire pour permettre à leurs salariés de prendre en charge une partie du coût de leur transport. Or, je sais que dans certaines de vos entreprises, certains de vos salariés viennent de très très loin. Et donc, je pense que comme il y a des chèques restaurants, il devrait pouvoir y avoir des chèques carburant défiscalisés pour les entreprises, les PME, les entreprises de proximité qui prendraient en charge une partie des coûts de carburant de leurs salariés. Je sais que malheureusement, quand on a un petit salaire aujourd'hui, eh bien, le coût du carburant devient vraiment un facteur très lourd à porter pour le budget. J'ajoute que le gouvernement a rendu 15 centimes sur la facture d'essence. Moi, j'avais demandé qu'on fasse la transparence sur la hausse des taxes et tout ce qu'il avait récupéré comme hausse de taxes. Et on me dit que c'est 25 centimes par litre. Il aurait dû baisser de 25 centimes et pas de 15 centimes la facture et rendre l'intégralité de l'argent aux Français. Ça, c'est sûr. La crise ukrainienne à court terme, mais bien évidemment, je sais aussi que cette crise ukrainienne renchérit les matières premières, renchérit un certain nombre de vos coûts et que vous avez des difficultés à les répercuter sur les marchés que vous avez à honorer. Là encore, je souhaite qu'on puisse revoir les prix et réviser les prix
de ces contrats, notamment lorsqu'il s'agit de commandes publiques, pour pouvoir prendre en compte ces circonstances exceptionnelles qu'est la crise ukrainienne. Mais sur le long terme, quel est mon projet pour les entreprises? Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on vous donne en exemple. Parce que ceux qui prennent des risques, ceux qui entreprennent dans un pays ne devraient pas être traités, comme c'est trop souvent le cas aujourd'hui, par des contrôleurs comme des délinquants potentiels, mais au contraire comme des héros de première ligne, ceux qui font fonctionner l'économie, ceux qui créent de l'emploi dans notre pays. Alors, pour ça, eh bien, je veux baisser vos charges et vos impôts. Prenez garde. Prenez garde parce que vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont se succéder à cette tribune et qui vont vous expliquer, qui vont vous baisser de manière mirobolante vos charges et vos impôts. Aucun de leurs projets n'est financé. Madame Le Pen, c'est le projet 200 milliards d'euros de déficit. Monsieur Zemmour, c'est le projet 140 milliards. Et quant au président de la République, l'addition, ce sera après les élections. Donc le sujet aujourd'hui, c'est de faire un certain nombre de réformes courageuses pour le pays. Réforme des retraites, réforme de l'État, réforme de la décentralisation, réforme de l'assurance chômage, en faisant la dégressivité de l'assurance chômage pour ceux qui refusent de prendre une formation vers les métiers qui recrutent ou qui refusent de reprendre un emploi lorsque les salariés gagnent plus de 2 000 euros et qu'ils ont moins de 50 ans. Toutes ces réformes que le pays attend et qui permettront de dépenser mieux et moins et de vous rendre l'argent par des baisses d'impôts. Pour l'instant, les baisses d'impôts qu'a fait le gouvernement sont des baisses d'impôts financées par des déficits. Et vous êtes des chefs d'entreprise. Vous savez que les déficits accumulés, la dette accumulée, à un moment, ça se rembourse par de l'inflation ou par de l'impôt. Et vous n'avez envie ni d'inflation ni d'impôt. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc moi, je suis la seule à présenter un projet où il y a 2 fois plus d'économies que de dépenses. Mais il y a des dépenses. Et dans les dépenses, il y a la baisse de 10 milliards d'euros des impôts de production. Et dans cette baisse des impôts de production, il y a la suppression de la CVAE sur les 50 premiers millions de chiffre d'affaires, qui est une mesure extrêmement puissante pour les entreprises de proximité. Il y a aussi l'exonération intégrale de la plus-value enregistrée pour la cession d'un fonds de commerce lorsqu'il est transmis. Et puis, comme je sais que beaucoup de vos entreprises sont des entreprises familiales, je maintiendrai le pacte Dutreil, mais je veux aussi, maintenant, qu'on ait une exonération de droits de 90% en échange d'un engagement des repreneurs à conserver les titres dans la famille pendant 10 ans. Pendant 10 ans, de façon à ce que vous puissiez transmettre vos entreprises familiales. Et puis, évidemment, lorsqu'on transmettra ces entreprises, on sera accompagné par l'administration fiscale et non pas contrôlé 2 ans après, 3 ans après, comme c'est toujours le cas à chaque fois que vous demandez un avantage fiscal. Je veux aussi un choc de simplification. Alors, je sais que ce choc de simplification, tout le monde vous le promet, tous les hommes politiques vous l'ont promis depuis 10 ans, mais moi, je l'ai fait en Île-de-France, je l'ai fait dans ma région et je vais le faire. Comité de la hache. Je demanderai au Premier ministre de revoir toutes les procédures en lien avec vous, avec le dialogue social. Vous me direz quelles sont ces normes qui vous empêchent d'avancer et on les supprimera. On supprimera les surtranspositions de directives. C'est pas normal que ça coûte 20% de plus pour construire en France qu'en Allemagne. Ça n'est pas normal. Et puis, je me fixe comme objectif de diviser par 2 tous les délais des procédures administratives. Tous les délais des procédures administratives. C'est ce que le chancelier allemand Olaf Scholz a mis dans son projet. Si les Allemands le font, on n'est pas prêt de créer des entreprises en France, on doit le faire nous aussi. Et puis, je labelliserai un certain nombre de projets d'intérêt local, départemental, régional ou national. Et les délais de recours sur ces projets seront de 6 mois maximum, parce que c'est très important pour vous. Et pareil, la règle du zéro artificialisation nette qui a été mise dans la loi climat ne peut pas s'appliquer de la même façon en zone urbaine. Moi, je l'applique en Île-de-France parce que j'ai beaucoup de friches industrielles à reconquérir. Mais on ne peut pas l'appliquer de la même façon en zone rurale. On a besoin en zone rurale de pouvoir créer de l'emploi, de pouvoir construire du logement. Il y a une revitalisation de la zone rurale qui est en cours grâce à la crise Covid avec une formidable vitalité. Moi, je veux qu'on ait 100% de fibres en 2024 sur tout le territoire, c'est pas pour qu'on puisse pas y créer des entreprises de proximité. Je veux que l'État devienne un partenaire de confiance, je vous l'ai dit.
L'autre jour, j'étais avec un chef d'entreprise qui m'expliquait qu'à Dublin, les administrations venaient le voir pour lui dire « De quoi avez-vous besoin pour créer votre entreprise ?» En France, c'est « Vous n'avez pas rempli le bon formulaire ». Donc on doit changer complètement l'état d'esprit, on doit vous accueillir, on doit vous aider, l'administration doit être à votre service. Et évidemment, il faut des indemnités de retard dès qu'il y a des paiements en retard de l'État. J'ajoute que je veux revenir sur la responsabilité pénale des chefs d'entreprise en cas de faute non intentionnelle. C'est pas possible que tout soit pénal en France. Dans les autres pays, c'est civil quand il y a un problème. C'est une responsabilité civile, mais pas une responsabilité pénale quand vous n'êtes pas en faute intentionnelle. Et je souhaite aussi vous aider à vous financer. Pour vous aider à vous financer, je vais mettre en place un livret d'épargne pour les Français qui permettra d'avoir des fonds d'investissement régionaux, des fonds d'investissement nationaux et qui permettront d'investir et de faire grandir vos entreprises. Mais pour les entreprises de proximité, d'hyper-proximité, les commerces, les artisans, je souhaite mettre en place une défiscalisation à 50% jusqu'à 20 000 euros pour tous ceux qui investiraient soit en capital, soit qui vous prêteraient pendant 5 ans. Et ça, c'est très puissant. Parce que dans les villes, dans les villages, dans les bourgs, il y a énormément de gens qui ont envie d'investir dans leur commerce de proximité, dans leur entreprise de proximité, dans la reprise d'un commerce de proximité pour éviter qu'il ferme. Et cette défiscalisation permettra de lever l'argent en proximité. Ce sera vraiment un fonds d'investissement de proximité. Et j'ajoute que je suis favorable au suramortissement des investissements de modernisation pour tous les outils industriels, pour le numérique. Vous avez besoin aussi de vous numériser. Et il faut vous aider à mieux réaliser et la transition numérique et la transition écologique. Sur la commande publique, là, vous me connaissez, 80% des marchés de l'Île-de-France sont conclus avec des PME. Et 80% de ces PME sont des PME locales. Il faut mettre des clauses de responsabilité sociale et environnementale dans tous les marchés publics. Et il faut qu'on donne l'exemple et qu'on explique qu'on n'est pas, quand on est dans la commande publique, obligé de prendre le moins cher. C'est pas vrai. On doit prendre le mieux-disant, et notamment le mieux-disant écologique. Et le mieux-disant écologique, c'est le local. Voilà. Et si vous mettez des vraies clauses dans les marchés publics de services après-vente, vous prenez automatiquement l'entreprise la plus proche, parce que c'est celle qui garantit en général le meilleur service après-vente. Donc il faut qu'on puisse faire ce que nos partenaires allemands font, c'est de l'approvisionnement local. Et moi, je suis pour un Small Business Act qui permet effectivement l'allotissement des marchés, comme ça a été très bien dit par l'intervenant, le chef d'entreprise qui parlait avant moi. Il y a un vrai enjeu. L'enjeu, il est économique, il est en création d'emplois locales, mais il est aussi écologique. Et donc, il faut le faire comme le font les autres États. Alors, il y a aussi le choc de compétences. Vous avez besoin de compétences. Pour obtenir ces compétences, il faut valoriser l'enseignement professionnel et la voie professionnelle. Pour faire ça, il faut qu'on fasse une très, très grande réforme de l'école. Moi, je veux remettre les fondamentaux à l'école. Je veux des maths et du français, je veux un examen avant l'entrée en 6e, je veux qu'en 6e, il y ait une 6e de consolidation pour que les jeunes aient les fondamentaux, parce que c'est pas vrai qu'on peut former des jeunes sans leur donner le bagage d'apprentissage fondamental, lire, écrire, compter. Et puis je veux qu'on valorise l'enseignement professionnel, je confierai tout ça aux régions avec vous, c'est-à-dire avec les entreprises, avec les partenaires sociaux. Vous viendrez présenter dans les collèges les métiers du territoire avec les régions. Et ces lycées professionnels seront confiés aux régions, l'orientation sera confiée aux régions, la formation professionnelle et la reconversion des demandeurs d'emploi sera confiée aux régions. Et avec la réforme de l'assurance chômage, on emmènera et nos jeunes et nos adultes vers les métiers qui recrutent. J'ajoute que pour les jeunes, je ne veux pas du RSA jeune d'Emmanuel Macron, ce qu'on appelle dans le contrat d'engagement, dans le politiquement correct, c'est-à-dire 500 € pour aller 14 heures en mission locale se former. Vous avez vu que ça rentre en vigueur le 31 mars. Il se passe peut-être quelque chose le 10 avril. Je ne sais pas. Mais je suis désolée, mais le RSA jeune, ça va détourner les jeunes de l'apprentissage. Moi, mon objectif, c'est 1 million d'apprentis. Mon objectif, c'est 1 million de jeunes formés dans les métiers du numérique. On mettra le codage dès la 5e et en seconde, on détectera les talents du numérique parce que vous en aurez besoin. Dans toutes les entreprises, il faudra se mettre au numérique. Voilà. Donc, je souhaite aujourd'hui
qu'on ne fasse pas du RSA jeune, mais qu'on fasse un RJA, un revenu jeune actif, pour les jeunes qui acceptent de se former dans les métiers qui recrutent pendant 6 mois. Et s'ils ne prennent pas le métier à la sortie, ils remboursent la formation. Et là, je peux vous dire que vous aurez des talents qui viendront dans vos entreprises. Il vous reste voilà. 2 minutes, Valérie Pécresse. Alors, je finis pour conclure. Moi, ce que je veux, c'est revaloriser le travail. Revaloriser le travail, et revaloriser le travail notamment de tous ceux qui ne peuvent pas télétravailler. Parce que la nouvelle fracture sociale, elle est entre ceux qui peuvent télétravailler et ceux qui ne le peuvent pas dans le pays. Alors comment on fait? Eh bien moi, dès juin, je fais la réforme des retraites jusqu'à 65 ans, on en reparlera. Et grâce à cette réforme courageuse, je peux supprimer 1/3 des cotisations retraite sur la feuille de paye. Une augmentation de 3% des salaires nets pour tous les Français. Parce que je veux que le travail paye plus que l'assistance. Je veux qu'il y ait un vrai encouragement à travailler. Et c'est pour vous que je fais cette mesure. Et j'ajoute que je libéralise les heures supplémentaires totalement, que j'autorise les rachats de RTT, c'est-à-dire la conversion des RTT en salaire sans limite, que j'autorise les cumuls emploi-retraite, parce qu'on a des jeunes retraités qui aujourd'hui ne veulent pas s'arrêter et qui sont de la main-d'œuvre qu'on ne peut pas refuser aujourd'hui. Ni dans les services publics, ni ailleurs. Et puis, je fais un plan hors sec pour la justice, parce que cette justice qui est noyée sous les affaires, ça vous bloque tous vos projets. Une justice qui met 18 mois ou 2 ans à juger, aujourd'hui, pour toutes les entreprises, petites ou grandes, c'est un blocage permanent de votre esprit d'entreprise. Donc, vous l'avez compris, mon objectif, vous aider à vous développer. Et je suis, là encore, fidèle à mon ADN, je suis une femme de droite, vous me connaissez. Moi, ce que je veux, c'est libérer les énergies, libérer l'esprit d'entreprise. Et j'assume de dire qu'il faudra dépenser moins et mieux pour produire plus, produire mieux et travailler davantage. Voilà, c'est une ADN positive qui redonne de l'espoir au pays. Mais, chers amis, je vous le dis, et ce sera mon mot de conclusion, vous devez être beaucoup plus exigeants sur comment l'État utilise vos impôts. La performance publique doit être au cœur de vos revendications, parce qu'aujourd'hui, on est champion du monde des impôts, et je peux vous dire qu'on est surtout champion du monde de la bureaucratie. Merci. Merci Valérie Pécresse. Voici venu le temps des questions qui vous sont posées par les représentants de l'Union des entreprises de proximité et aussi par le public via les réseaux sociaux. La première question vous est posée par Laurent Munro, vice-président de l'UDP, représentant la Confédération nationale de l'artisanat des métiers de service. À vous Laurent Munro. Oui, Madame Pécresse. En France, le dialogue social est souvent confisqué par les grandes entreprises, ce qui donne des règles et des obligations aux petites entreprises qui ne sont pas toujours applicables ou qui posent des difficultés, que ce soit pour les artisans, que ce soit pour les commerçants, que ce soit pour les professionnels libéraux. D'après vous, quelle devrait être la place des partenaires sociaux et des corps intermédiaires pour que les petites entreprises soient enfin entendues? On a compris que Emmanuel Macron était le président des grands patrons. Ça, c'est sûr. Et on a compris aussi que le dialogue social, ça comptait pas beaucoup pour lui. Ça s'appelle la présidence verticale. Donc, ce que je ferai, c'est que je commencerai en juin par une grande conférence sociale. Et je peux vous dire que les artisans, les commerçants, les professions libérales y auront toute leur place. Parce que vous êtes le tissu de proximité qui compte dans le pays. Et j'ajoute que avec moi, ce sera plus Paris et le désert français. C'est-à-dire que moi, ce que je veux, c'est redonner du pouvoir au territoire. Et c'est pour ça que je propose aussi un très vaste mouvement de décentralisation. Démocratie locale, démocratie sociale, démocratie aussi citoyenne, avec la possibilité de refaire des référendums sur les sujets qui comptent pour les Français, l'immigration, la sécurité, mais tous les sujets aussi qu'ils souhaitent mettre dans le débat public. Donc moi, je veux revitaliser la démocratie. Et je veux que le Parlement, au lieu d'empiler les règles et de surtransposer les règles européennes toute la journée, eh bien que ce Parlement, il ait comme rôle de diminuer les règles. On le change complètement son rôle et l'objectif, c'est qu'il dénorme. Donc, mais revitaliser la démocratie, c'est très important. Et moi, les indépendants, les petits, les artisans, eh bien, ils auront leur place, parce que c'est vous qui êtes vraiment le ciment local de la prospérité de la France. Une question du public maintenant, Valérie Pécresse, une question sur le recrutement.
Alors que les artisans, les commerçants et les professions libérales créent des emplois, plus d'un tiers de ces entreprises ont des difficultés de recrutement. Pour autant, la France est loin du plein emploi. Vous annoncez vouloir faire correspondre les compétences des Français et les besoins des entreprises. Quelles sont vos propositions concrètes en ce sens, Valérie Pécresse? Oui, là aussi, il faut faire attention parce que la baisse du chômage, elle est complètement en trompe-l'œil. On a aujourd'hui un nombre très, très important de Français qui sont en formation. Et le sujet, c'est qu'est-ce qui va se passer une fois qu'ils sortiront de cette formation? Est-ce qu'ils vont prendre les emplois qu'il y a derrière? D'où ma volonté d'augmenter les salaires nets. D'où ma volonté que le travail paye. Parce qu'il faut absolument qu'on ait des Français qui retournent vers le travail. On a un autre sujet, c'est l'utilisation du CPF, qui est aujourd'hui du compte personnel de formation, qui aujourd'hui est utilisé essentiellement pour passer le permis de conduire ou pour prendre des cours de langue. Donc on a besoin aussi que vous repreniez la main sur les formations professionnelles des Français. Et ça, c'est très important. Et je sais que vous en avez envie, vous le souhaitez. Et puis, moi, je l'ai dit, je veux que les régions deviennent pilotes en matière d'emploi et de formation. Je veux qu'on régionalise Pôle emploi. Pourquoi ? Et je vais vous l'expliquer. C'est parce que dans les régions, il y a une volonté d'abord de rompre avec les inégalités territoriales et de dialoguer avec les professionnels en proximité. Et donc, on sait quels sont les besoins de formation et d'emploi du territoire. Et donc, il y a une vraie adaptation entre l'outil de formation et le territoire. Au niveau national, ça n'est pas le cas. Et donc, moi, ce que je souhaite vraiment, c'est qu'on puisse flécher les talents vers les secteurs en tension dans chaque territoire. Et c'est pour ça que je crois beaucoup à la décentralisation dans ce domaine. Et puis, par ailleurs, je crois vraiment que nos jeunes ont besoin d'être aiguillés vers des filières où ils vont réussir, vers les métiers, et non pas dans des formations parking. Et je vous ai dit ce que j'en pensais. La prochaine question, Valérie Pécresse, nous vient de Joël Mauvigné, le vice-président de l'UDP. Et j'ajoute qu'en donnant les lycées professionnels, pardon, j'ai oublié de le dire, mais en donnant les lycées professionnels aux régions, pardon, excusez-moi, faux départ, mille excuses. Non, ce que je disais, c'est qu'en donnant les lycées professionnels aux régions, moi, ce que je souhaite, c'est que dans les lycées professionnels, on ait 100% de formation en alternance, c'est-à-dire avec vous. Parce que ce que je crois, c'est que ces jeunes qui n'ont pas l'esprit scolaire et qui ont envie de trouver un autre sens à leur vie, il faut qu'ils soient en contact avec la réussite professionnelle. Et que c'est comme ça, avec un patron, en contact avec l'entreprise, qu'ils retrouveront leur voie. Et j'ajoute que pour moi, l'apprentissage sous statut scolaire, ça commence dès la classe de 3e. Et si le jeune, il a 14 ans en 3e et pas 15 ans, on ne va pas le laisser pendant un an attendre. Donc l'apprentissage sous statut scolaire dès la classe de 3e et donc éventuellement dès 14 ans. Non, ne laissons pas des jeunes qui ont envie attendre un an, le temps qu'ils perdent leur motivation. Merci Valérie Pécresse. Joël Mauvigné, donc vice-président de l'UDP, vous pouvez vous lever maintenant, oui, de la Confédération Générale de l'Alimentation en détail. Votre question. Oui, Madame Pécresse. Ça marche ? Oui. Vous parlez, c'est pas ma question, mais vous parlez beaucoup de lycées professionnels. Vous n'avez pas encore parlé de centres de formation, de CFA, de chambres de métiers. Ne les oubliez pas. Oh non, je les oublie pas. Bon, voilà, mais on les a piqués aux régions, on ne va pas les leur redonner. Oui, bon, je vais J'ai dit 1 million d'apprentis. Oui, je sais. Je ne vais pas débattre là-dessus, parce que c'est vrai, l'apprentissage, ce n'est pas la voie de garage, et vous l'avez parfaitement dit. Moi, je voudrais revenir, bien entendu, je représente les métiers de bouche, mais je représente aussi tous mes collègues, parce que les métiers de bouche, on est dans les centres-villes, quelle que soit la grandeur, bien entendu, de nos villes, de nos villages, etc. Et en même temps, nous attirons aussi des collègues, que ce soit les coiffeurs, etc., et des médecins, et c'est ça la revitalisation des centres-villes. Mais pour autant, à un moment donné, tout ce qui est transition écologique et numérique, mais comme on est des petites entreprises et qu'on est un petit peu le Michel Morin, la caisse à outils dans tous les domaines, et vous l'avez dit, ça vous a répondu un petit peu à ma question au départ, on ne peut pas s'occuper de tous ces formulaires, etc. Donc on ne bénéficie pas de cet argent-là. Donc, vous dites dans votre programme, à un moment donné, que l'économie productive des Français, elle doit revenir au local et tout. Comment vous allez vous y prendre pour nous aider, justement, à simplifier, parce qu'à part les grands groupes qui peuvent s'occuper, parce qu'ils ont les moyens humains à l'intérieur, de faire de la paperasse, nous, on ne peut pas. Mais on a besoin de ça, de cet argent-là.
Alors, d'abord, sur l'apprentissage, je rebondis. Parce que là, vous m'avez tendu une perche que je ne peux pas ne pas saisir. Vous savez bien que les bons résultats de l'apprentissage de ce gouvernement, c'est d'abord les régions qui les ont impulsés. Parce que la réforme de l'apprentissage, elle est rentrée en vigueur qu'en 2020. Et que nous sommes arrivés au pouvoir de nos régions en 2016 et qu'on a tous relancé massivement des politiques d'apprentissage. Et on l'a fait parce qu'on y croit, parce qu'on sait que l'apprentissage est une filière d'extraordinaire réussite pour les jeunes. Et on va continuer. Moi, je souhaite d'ailleurs que les régions qui le souhaitent puissent continuer d'investir. Parce que le vrai sujet sur les politiques d'apprentissage, c'est le maillage territorial. Et je ne crois pas qu'on puisse juger l'apprentissage, j'allais dire, au nombre d'apprentis dans une classe. Il faut juger l'apprentissage au taux de débouché de chaque classe. Et s'il y a 15 jeunes qui ont un débouché sur le territoire, bah, il faut une classe à 15, hein, et il faut la maintenir. Vous voyez, donc c'est pour ça que moi, j'ai été très favorable à ce que les régions gardent l'apprentissage. Bon, c'est pas le choix qui a été fait, pas détricoter ce qui a été fait, mais il faut que si elles veulent investir, les régions, dans les centres d'apprentissage, elles puissent continuer à le faire en lien avec les lycées professionnels. Je pense que c'est logique. Et puis j'ajoute que je veux que les travailleurs de première ligne, ceux qui ne peuvent pas télétravailler, ils aient une priorité dans le logement social. Et je le dis parce que quand on travaille pour le bien d'une ville, quand on est caissière, quand on est vendeur, quand on est garçon de café, quand on travaille dans une cuisine, eh bien, on a besoin d'être logé près de là où on travaille. Et ce sujet de la priorité dans du logement social des travailleurs de première ligne, et moi je redonnerai aux maires 60% de l'attribution du logement social dans leur ville, de façon à ce qu'ils puissent faire en sorte que ces travailleurs de première ligne soient prioritaires. Parce que c'est quand même très injuste. Et si on couple travail avec logement, je peux vous dire que vous aurez beaucoup plus de recrutement. Parce que, évidemment, et ce sera beaucoup plus écologique. Là aussi, on parle de transition écologique. Alors, vous me parlez de la simplification des guichets. 2000 guichets d'aide aux entreprises en France. 2000. 300 guichets qui gèrent des aides de moins d'1 million d'euros. Donc, c'est normal que vous soyez totalement perdus. Moi, je propose qu'on inverse complètement la dynamique. Je propose qu'on vienne vous apporter les aides et qu'on vous dise, voilà, et qu'on fasse des choses très, très simples. Vous l'avez vu quand j'ai géré la crise Covid, moi, j'ai mis des aides ultra simples. J'ai dit, aide au loyer, hop, vous m'envoyez la facture de votre loyer et on vous prend en charge une partie de votre loyer. J'ai mis des aides, des chèques de 1 500 € pour la transition numérique. Pof, une aide automatique. Il faut qu'on arrête de vous faire des dossiers, des paperasses. C'est juste plus possible. Il faut qu'on arrête la créativité administrative. Et il faut que tout ça soit très, très simple. Mais je vous assure que je donnerai les consignes qu'il faut. Vous savez, moi, je me considère comme une candidate anti-système. Ça va peut-être vous faire sourire. Pourquoi anti-système ? Parce que je le connais de l'intérieur. Et parce que dans ma région, j'ai essayé de le dynamiter en le changeant complètement de mentalité. Il faut que ce pays soit plus dirigé par les administrateurs. Il faut qu'on y remette de la politique et qu'on pense effectivement à l'aide qu'on doit donner à tous ceux qui n'ont pas une direction des affaires juridiques qui leur permet de monter les dossiers. Mais vous voyez même, je pense à le crédit impôt recherche, qui est une bonne idée pour les grandes entreprises qui font de la recherche. Le crédit impôt recherche, il y a 20% du coût du crédit d'impôt recherche qui passe en consultant pour monter le dossier. Voilà, c'est ça la France. C'est plus possible. Il faut simplifier les aides. Et pour l'apprentissage, puisque ça vous tient à cœur, moi, c'est 0 charge pour les entreprises de moins de 10. Vous prenez un apprenti, 0 charge. Point. Final. Et c'est pas, vous devez demander une aide, 0 charge. Et des trucs très simples, des dispositifs très simples, pour que vous puissiez y avoir accès. Une prochaine question, Valérie Pécresse. Et Gaspard Koenig a été obligé de renoncer à sa campagne, mais il a une héritière. Elle vient de Jean-Christophe Repon, vice-président de l'UDP et qui représente aussi la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. C'est à vous, Jean-Christophe Repon. Madame Pécresse, bonjour. Je reviens un peu sur la question de Joël. Moi aussi, je tiens aussi à l'apprentissage. Nous tournons tous à l'apprentissage. Mais la question qui est souvent que le pouvoir public prenne des décisions en fonction des grandes entreprises, et vous le disiez en préambule, avec souvent, de par leur taille, des capacités à engager des ressources humaines qui nous permettent de suivre le suivi administratif. Olivier, notre ami artisan paysagiste que vous avez entendu au préalable, disait toute la difficulté d'accéder aux appels d'offres publiques et exactement dans d'autres structures aussi la difficulté d'une TPE
pour accéder à cette partie administrative. Vous nous rappelez que pour vous, au cœur de votre débat, c'est la simplification. Vous venez d'en faire l'illustration. Comment vous nous associez, parce qu'en introduction, vous l'avez dit, vous allez nous y associer. Et également, comment vous allez nous associer au fait que vous allez baisser l'impôt de production massivement pour mettre notre modèle économique vertueux de proximité, comme l'a dit le président, plébiscité par plus de 80% des artistes des Français, au centre de notre société de demain. Comment on est associé à ce choc de simplification qu'on n'a toujours pas vu venir? On nous le promet depuis très longtemps. Alors, je vous ai entendu sur les impôts de production, parce qu'au départ, les grandes entreprises étaient venues me voir pour me dire qu'il faut baisser la C3S, baisser le forfait social. Et puis je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a pour les petits comme baisse d'impôts de production? Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait s'attaquer aux impôts que vous payez, CVAE. Et donc c'est là qu'on a mis en place cette mesure qui est quand même très puissante. Exonération de CVAE sur les premiers 50 millions de chiffre d'affaires, qui, là, pour le coup, vous touche tous. Ça veut dire qu'il va falloir trouver aussi une ressource pérenne pour les collectivités, pour qu'elles puissent le faire. Moi, ce que je remarque, et c'est mon objectif, c'est qu'il va falloir revitaliser tous les centres-villes, les centres-bourgs, les centres des villes moyennes. Et que les commerces, les commerces de bouche, tout ça va permettre de revitaliser. Donc, je veux faire revenir les Français dans les villes moyennes, dans les centres-bourgs, dans les villages. Je veux que le prêt à taux zéro soit ouvert à tous. Je veux une France de propriétaires. Donc tout ça, ça va aider à revitaliser, ça va aider aussi à créer de l'emploi de proximité. Ça, plus la défiscalisation à 50% de 20 000 euros si vous levez de l'argent de proximité. Et je crois vraiment beaucoup à ça parce que je vois que dans les villes moyennes, dans les bourgs, on tient à ces commerces, on tient à ces entreprises de proximité, on tient à ces cafés, à ces restaurants. Et donc, les gens sont prêts à investir pendant 5 ans s'ils ont une vraie aide fiscale pour le faire. Donc, vous voyez, tout ça, c'est en réalité que des mesures qui permettront vraiment d'aider à la dynamisation d'un tissu économique de proximité partout en France et d'éviter ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire la désertification et la concentration dans les grandes métropoles. Ça, c'est vraiment mon souhait. Mais évidemment, on vous associera. Et si vous avez d'autres idées dans la grande conférence sociale que je mettrai en place en juin, moi, je suis tout oui, je suis à votre écoute. Ce que je veux, c'est que ce soit très simple. J'ajoute que je maintiendrai la prime patron, qui avait été demandée par Xavier Bertrand, qui a été reprise par Emmanuel Macron, et qui permet, à la fin de l'année, de donner une prime défiscalisée aux salariés. Alors, j'ai entendu le président candidat dire qu'il allait la tripler, la passer à 3 000 euros. Bon, je rappelle que pendant la crise Covid, le montant moyen qui a été versé, c'était 400 euros. Voilà. Donc, on peut la monter à 10 000 euros, à 20 000 euros. Bon, les patrons, ils n'ont pas cet argent, à part peut-être les pétroliers, qui, eux, pourraient donner des grosses primes. Mais je la maintiendrai parce que je pense qu'elle est importante aussi pour pouvoir mobiliser les salariés et avoir de la souplesse pour le faire. Voilà. Mais toutes vos préoccupations, il faut les relayer. Et j'ajoute sur les marchés publics et la commande publique que vraiment, il faut donner des instructions aux maires, mais il faut aussi les protéger. Parce que le maire, il est comme tous les décideurs publics, comme vous, il est soumis aussi au risque pénal. Moi, j'ai décidé dans ma région, parce que j'ai les épaules, parce que j'ai le courage, parce que j'ai l'expérience, de dire les mieux-disants, je les prendrai, même s'ils ne sont pas les moins chers. Et il faut qu'on ait le courage de dire ça, y compris à sa population. Ce n'est pas facile, parce que l'opposition vient vous voir et vous dit « mais vous n'avez pas pris le moins cher ». Ah non, j'ai pas pris le chinois. J'ai pas pris le chinois pour les bus électriques parce que j'ai fait des clauses de responsabilité sociale et environnementale et que le chinois, il était pas le meilleur. Ah ben non, sur ce bâtiment-là, j'ai pas pris l'entreprise qui venait de l'Est. Je l'ai pas prise parce que sur le service après-vente, si jamais y a un problème, un dysfonctionnement, c'est l'entreprise locale, elle est à 10 minutes de chez moi, donc je pourrais appeler le patron et je pourrais lui dire de venir réparer. Voilà. Donc il faut avoir le courage de dire qu'il faut donner priorité au local, que c'est écologique et que c'est aussi une garantie que les marchés publics seront exécutés dans la durée et qu'il y aura un vrai beau service après-vente.
Une dernière question pour vous ce matin, Valérie Pécresse. Elle vient de François Blanchecotte, membre du Conseil national de l'UDP. Il représente les professions libérales. Bonjour Madame Valérie Pécresse. L'UDP est très attachée au système de santé et de retraite par répartition. Vous l'avez évoqué. Et donc, il y a aussi restauré une confiance dans ces systèmes. D'autre part, notre activité indépendante, en fait, doit retrouver une valorisation par rapport au travail salarié. Première question, quelle place donnez-vous au travail indépendant? D'autre part, vous avez évoqué le recul de l'âge de la retraite. Un certain nombre de chefs d'entreprise partent et commencent très tôt leur activité. D'une manière plus globale, quel regard portez-vous sur notre système social actuel? Merci. C'est à vous, on a un peu moins de 5 minutes, Valérie Pécresse. Alors, j'ai effectivement le courage de dire aux Français qu'il va falloir travailler plus longtemps. Ça fait 5 ans que cette réforme aurait dû être faite. Et contrairement à ce qu'a dit Emmanuel Macron, il n'y a pas renoncé parce qu'il y a eu la crise Covid. Il y a renoncé parce qu'elle était totalement mal emmanchée et parce qu'il n'a pas eu le courage de dire aux Français ce que la droite leur avait dit dès 2017. C'est-à-dire que si on voulait garantir le pacte social et permettre aux retraités de ne pas avoir leur retraite désindexée par rapport à l'inflation et de ne pas être les grands oubliés du quinquennat, ce qui est le cas aujourd'hui, eh bien, il fallait avoir le courage de dire qu'on devait travailler plus longtemps. C'est une équation à 3 facteurs, hein. Les retraites, le travail et les cotisations. Si on ne veut pas augmenter les cotisations, ce que je ne veux pas, pour baisser le pouvoir d'achat des actifs, il faudra travailler davantage. Donc, moi, j'ai ce courage. Et si aujourd'hui, le président candidat dit 65 ans, cet âge n'est pas venu par hasard dans le débat. C'est parce que j'ai eu le courage de le dire. Donc là aussi, les amis, ne vous trompez pas, hein. Si vous voulez un vrai programme de droite, prenez pas la pâle copie, hein. Le vrai programme de droite, il est devant vous. Et puis moi, je trace un sillon droit. Je zigzague pas, je change pas d'avis, ni sur l'énergie, ni sur les retraites, ni sur les dépenses publiques et la bonne gestion. Voilà. Et là encore, j'ajoute qu'on me dit souvent que je suis une gestionnaire, comme si c'était un défaut. Et ben, je peux vous dire que si le pays, depuis 10 ans, avait été géré par des gestionnaires, la dette ne serait pas montée au ciel et on aurait beaucoup plus de marge de manœuvre aujourd'hui pour investir et on pourrait faire une politique et on serait beaucoup plus respecté dans le monde. Parce que les Allemands, ils exportent 185 milliards d'euros et nous, on importe 85 milliards d'euros. Je peux vous dire que voilà, la désindustrialisation, elle est dans notre pays, elle n'est pas de l'autre côté. Et qu'on ne respecte que les gens qui sont puissants économiquement. Pardon, je me suis un petit peu éloignée de votre question, mais j'y réponds. Il nous reste un peu moins de 2 minutes. Le système de protection sociale des travailleurs indépendants est une garantie essentielle pour vous. Et je souhaite qu'il soit équitable, accessible, lisible et simplifié. Le choc de simplification aussi, il est très important pour que vous sachiez, à la fois quand vous faites des déclarations, quand vous calculez les cotisations, quand vos accès aux droits soient simples. Alors oui, j'augmente l'âge de départ, mais je ne supprime pas l'âge de 67 ans, qui est l'âge d'annulation de la décote. Donc l'âge de 67 ans reste pour ceux qui n'ont pas leur trimestre de cotisation. Et puis, je prends en compte, évidemment, la situation de tous ceux qui ont travaillé toute leur vie. Et ça, c'est très important, parce qu'avec ma réforme, plus aucun retraité qui aura cotisé toute sa vie ne partira avec une retraite inférieure au SMIC net. Au SMIC net. Donc ça veut dire qu'il y aura des retraites qui seront plus importantes pour tous ceux qui ont travaillé toute leur vie. Et puis pour les femmes d'artisans, de commerçants, qui n'ont pas pu avoir des retraites complètes parce qu'elles n'ont pas cotisé toute leur vie, mais elles ont travaillé toute leur vie, je passe la pension de réversion de 54% à 75% grâce à cette réforme pour les protéger davantage. Avoir une femme présidente de la République, ça doit changer quelque chose aussi à la condition des femmes. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Valérie Pécresse d'avoir été parmi nous ce matin pour exposer votre vision pour les entreprises de proximité et pour répondre aux interrogations des représentants des entreprises de proximité. Sur l'égalité, pardon, homme-femme, j'ai encore une autre proposition dont je n'ai pas parlé, mais comme les femmes ont souvent moins accès au crédit que les hommes, je demanderais qu'on publie les indicateurs de prêt des banques pour vérifier si les femmes ont bien accès autant au crédit que les hommes. Parce que les femmes chefs d'entreprise me disent que bien souvent, on leur refuse des prêts qu'on accorde à leurs confrères masculins. Et moi, je souhaite qu'il y ait un égal accès au crédit des femmes qui veulent créer leurs entreprises. Elles sont de plus en plus nombreuses.
et j'y veillerai, parce qu'on parle d'égalité salariale, on devrait parler aussi d'égalité des chefs d'entreprise au féminin. Merci mesdames. Merci Valérie Pécresse, merci à vous qui êtes derrière votre écran pour suivre cette demi-journée exceptionnelle à 3 semaines du premier tour de la présidentielle. Ça continue dans un instant avec Bruno Le Maire qui sera là pour représenter Emmanuel Macron. En attendant, je vous propose de regarder et d'écouter une petite série de paroles de terrain qui ont été tournées en région au cœur de vos entreprises de proximité. À tout de suite.